Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Greg. Bonsoir, bonne année. Bonne année, mais oui, bonne année à vous. Vous savez que j'ai l'impression que ça fait 6 ans que j'ai pas fait de live Kurokawa. Genre j'ai l'impression que ça fait trop longtemps. Je sais pas vous, mais moi ça m'avait grave manqué. Donc je suis trop contente de te revoir parce qu'on s'était vu du coup au Kuro Festival. Kuro Festival, vous avez peut-être vu. N'oubliez pas d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas suivi le Kuro Festival qu'il y a toutes les rediffs sur YouTube. Donc c'est super cool de pouvoir revoir ces super lives qu'on a fait il y a déjà un mois en fait. Il y a un mois avec des super invités. Donc il y avait Greg, il y avait plein de pros de Pokémon, Senseiya, de Goldorak, il y avait même aussi des chefs otaku, des Sora, tout ça. Donc vous avez toutes les rediffs sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Également, depuis ce dernier mois, il y a eu des petites nouveautés aussi qui sont sorties, dont Oshinoko. J'espère que vous avez déjà lu. N'hésitez pas à le mettre dans le chat si vous avez kiffé, si vous avez déjà... Je surveille. Voilà, Greg surveille vos commentaires. Si vous avez déjà connu Oshinoko, voilà, petite nouveauté, il y a le tome 1 et 2. Tome 1 et 2 en même temps. Tome 1 et 2, voilà, c'est cadeau. Il y a tellement de suspense à la fin du tome 1, on s'est dit on va mettre les deux en même temps, sinon les gens vont devenir ouf. Ah. Et voilà. Et a priori, les gens sont contents qu'on ait mis les deux en même temps. Moi, je sais qu'en général, quand il y a 2 tomes qui sortent en même temps, je trouve ça vachement plus cool. Je me suis dit, il y a au moins les 2 tomes d'un coup, parce qu'un tome, en général, t'es sur un cliffhanger à la fin, t'es en mode... Oh. Donc, et je vois qu'il y a déjà des Oshinoko avec des petits cœurs. Donc apparemment, ça a déjà plu. Let's go. Donc aujourd'hui, vous savez, on est avec Greg, donc le big boss de Kurokawa, qui va être là pour nous parler en fait de l'histoire de Kurokawa. Ça fait combien de temps que t'es chez Kurokawa, toi? Oh là c'est le moment nostalgie, va falloir compter. On a lancé Kurokawa en 2005. Donc ouais, je suis arrivé chez eux en 2004. Tu vois, ils ont lancé Kurokawa en 2005, il était là déjà avant. Ah bah faut le préparer, tu vois. Je peux pas arriver la veille, genre ça y est, on lance les bouquins demain. Let's go. C'est le big boss, il est là depuis le début. Donc ce qui est cool, c'est que pour tous les fans de Kurokawa, vous allez pouvoir lui poser des questions. Il y aura une FAQ de toute façon pendant l'émission et on va revenir sur tous les titres incroyables de la maison, puisque du coup il est là depuis le début. Donc c'est lui aussi qui pourra vous dire comment ça s'est passé, parce que c'est tout l'aspect un peu technique et un peu c'est un peu l'histoire, l'ADN de la maison qu'on va pouvoir en parler ce soir ensemble et ça va être trop cool, sachant que il y aura un petit Kuro Game aussi, des petites choses à gagner d'ici, on va dire, une trentaine de minutes. Donc restez bien avec nous pour participer au Kuro Game. Et on va passer tout de suite à la partie, on va reparler de toutes ces grandes figures de la maison. Ouais. Et on va parler bien évidemment de mon préféré, de mon number one évidemment. Quand j'ai vu le déroulement du live, je savais que j'allais être contente parce qu'on va commencer avec Full Metal Alchemist. Moi j'aime bien le dire Alchemist comme dans l'animé. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de Full Metal, comment c'est arrivé? C'est arrivé quand déjà chez Kurokawa? C'était au début, c'était le manga du lancement en fait. C'est pour ça que ça a marché. Oui, évidemment. On a tout mis pour que ça marche. Alors, Full Metal Alchemist, c'était un manga qui était très attendu déjà à l'époque parce que il y avait déjà les gens qui en avaient entendu parler parce que ça avait commencé à exploser au Japon en 2003. Ouais. Il y a aussi Canal+ qui avait commencé à diffuser l'animé, donc c'était très attendu. Version, Et alors ce qu'il faut voir, c'est que Full Metal Alchemist, c'est un manga qui est très particulier parce que c'est publié chez Square Enix. Oui. Et Square Enix, à la base, c'est pas une maison d'édition. C'est plutôt un éditeur de jeux vidéo. Final Fantasy. Voilà, Final Fantasy, Dragon Quest, Nier Automata, voilà. Ce genre de choses. Et du coup, Square Enix, pendant longtemps, ils n'ont pas été courtisés par les maisons d'édition françaises. Parce qu'à l'époque, les gens qui faisaient du manga, c'était des gens qui ne connaissaient pas la pop culture japonaise et tout ça, tu vois. Et donc, du coup, ils ne savaient pas que Square Enix, qui était un éditeur de jeux vidéo, faisait aussi des mangas. Oui. Et puis, en plus, c'est vrai qu'ils n'avaient pas des gros succès. Tu vois, avant Full Metal Alchemist, leur plus gros succès, ça a été le violoniste de Hamelin, que tu connais peut-être, qui était un petit hit du tout début des années 2000. Sinon, ils ont fait Maojin Gulu Gulu. C'est des gamins qui font de la magie en traçant des ronds. Ok. Voilà. Mais c'était pas un éditeur de manga qui était très puissant. Ok. Et ils balancent Full Metal Alchemist et là, ça explose. Ça y est. Ça explose en papier, ça explose en animé. Ils font des jeux, ça marche bien en jeu. Enfin, il y a du merchandising, il y a des goods, etc. Et du coup, tous les éditeurs français de l'époque, les Glénat, les Kana, tout ça, ils disent tiens, il se passe un truc, mais on connaît pas cet éditeur. Ah, et toi, avant-gardiste. Moi, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que avant d'être embauché chez Kurokawa, j'étais journaliste dans la presse jeux vidéo. Ok. C'est-à-dire que je bossais dans des magazines de jeux vidéo, c'est-à-dire Joystick, Joypad, PlayStation Magazine. C'est des magazines qui
qui parle aux gens qui ont 35, 45 ans aujourd'hui. Je connais. C'est vrai, tu lisais? Moi, alors j'avais une Dreamcast, donc moi je lisais le magazine Dreamcast, mais je voyais tous les autres magazines à côté et je voulais absolument une PlayStation, donc je regardais les magazines PlayStation à l'ancienne chez le buraliste, donc je connaissais tout ça, ouais. Et du coup, moi j'étais spécialisé dans les jeux japonais pour eux, parce que je parlais déjà japonais, donc en fait, à l'époque déjà, en tant que journaliste, j'allais souvent au Japon pour interviewer les créateurs de jeux, pour interviewer, tu vois, par exemple, le gars qui a fait la PlayStation, ce genre de choses. Et du coup, j'avais contact plutôt jeux vidéo. Et donc, quand je me fais embaucher chez Kurokawa, je leur dis, faut aller chez Square Enix, parce que Square Enix, ils ont signé avec personne en France. Et en plus, Square Enix, moi, je les connais bien, parce que Final Fantasy, tout ça, je les ai interviewés plein de fois, donc je connais plein de gens chez eux, et ils pourront m'introduire au truc, quoi. Donc je rencontre Square Enix et là ils sont vachement surpris. Ils font mais comment ça en Occident vous vous intéressez à nos trucs et tout. Je fais en fait ça cartonne quand même quoi. Donc et puis on aime bien. Ah d'accord. Ils étaient très surpris tu vois genre mais pourquoi vous voulez nous acheter des mangas? Donc j'ai c'est bien. Mais ils sont bien. Je vais les faire en français. Ah d'accord. Ok. Écoutez on va vous rappeler. Et donc du coup ils ont pris un agent parce qu'ils avaient personne en fait. Mais c'était en roue libre. Bah ouais, je les ai rencontrés parce que quelqu'un m'a présenté quelqu'un, mais le mec il m'a reçu en claquette quoi, tu vois. C'était. Yes. Ah ouais non, c'était l'été, au Japon il fait chaud l'été. Oui c'est vrai que ouais mais quand même. Et ils étaient pas du tout, c'est-à-dire que toute la branche jeux vidéo, ils étaient branchés sur l'international, PlayStation 2 et tout ça, pas de problème. Mais la branche qui s'occupe des mangas, c'était un tout petit département. C'est-à-dire qu'à part Full Metal Alchemist, ils n'avaient pas beaucoup de gros succès. Ouais. Et le dessin animé a été vendu à l'étranger, mais c'est pas eux qui gèrent le dessin animé, tu vois, c'est un autre bureau, c'est Aniplex qui faisait la production de l'animé et tout ça. Donc eux, ils s'occupaient du marché local, tu vois, ils faisaient aussi la version chinoise, la version coréenne, la version thaï. Puis mais tout, Asie quoi. Voilà, Asie, il reste en Asie. Pas d'exportation en Europe. Et là, d'un seul coup, t'as plein de blancs qui débarquent, qui disent on veut Full Metal. Donc les mecs sont là, qu'est-ce qui se passe? Les gars, il y a un filon, mais on n'est pas sûr. Moi, je rencontre le responsable des ventes internationales de manga. Il parle pas anglais. Et heureusement, il parle japonais. Voilà, heureusement. Oui, mais tu dis bonjour, je représente le bureau international. Le mec parle pas anglais, c'est bizarre quand même. Mais les Japonais, ils me tuent. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais à l'ancienne, je pense qu'ils étaient tellement sectaires. En 2004, c'est même pas ça. C'est qu'ils s'imaginaient pas que en dehors de l'Asie, ça intéressait les gens, les mangas, tu vois. T'imagines ce mec-là maintenant? Je le connais encore. Il est à la retraite maintenant. Mais il a tellement vendu FMA dans le monde entier que il a eu de l'avancement et tout. Ça s'est bien passé pour lui. Ça s'est plutôt bien placé. Voilà. Mais en tout cas, ils étaient un peu démunis. Donc au final, ils ont pris un agent. Donc on est passé par cet agent, on a discuté, etc. Et au moment où ils prennent un agent, forcément, l'agent, il contacte tous les autres éditeurs français. Évidemment, tout le monde dit Full Metal, moi. Ouais, mais toi, t'étais le Prums. J'étais le Prums, mais bon, après, t'as beau être Prums, s'il y a quelqu'un qui met 10 fois plus de fric que toi, voilà. Qui pose l'enveloppe. Donc, au final, donc, tout le monde voulait Full Metal Alchemist, et ils nous ont choisi pour une raison très particulière, parce qu'on leur dit, on est un grand groupe d'édition, on va lancer les mangas, et ce sera Full Metal Alchemist, notre fer de lance, quoi. Ok. Et ils nous ont choisi pour ça. Parce que vous vouliez vraiment le mettre en avant. Voilà, okay. Et puis surtout, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'ils sentaient que la vie de notre maison d'édition était liée à la vie de Full Metal. Et ils se sont dit, eux, ils vont se défoncer. Alors que si on le vend à un mec qui a déjà des gros mangas, il va pas forcément le mettre en avant. Voilà, tu vois, Full Metal, il sera à côté d'un autre truc, quoi. Ouais. Alors que nous, on va jouer notre vie sur Full Metal. Donc ils se sont dit, allez. Quel coup de maître. Là, c'était une quinte flush que t'as posée sur la table. C'était aussi, j'ai eu la chance de commencer par eux, je pense. Et puis c'est vrai que comme ils n'étaient pas habitués à tout ça, ça les rassurait d'avoir en face d'eux quelqu'un qui parle japonais et quelqu'un qui connaît des gens en interne. Ouais. C'est-à-dire que quand les autres éditeurs de manga débarquent chez Square Enix, c'est des inconnus. Oui. Moi, je débarque chez Square Enix, il y a le mec de Valkyrie Profile qui passe dans le couloir. Hey, machin, tu vas bien? Oh, Greg. Voilà. Ouais, ils aiment bien donc l'autre, il dit, ok, je suis replacé dans l'organigramme, tu vois. Ils savent, ok, lui, il est sympa, il est identifié comme ami de la maison, quoi. Donc il y a ça aussi qui m'a aidé forcément. Et Full Metal Alchemist, donc voilà, un énorme succès dès qu'il sort, gros lancement, parce qu'en plus, on avait bien programmé. On le sort en France une semaine après le dernier épisode diffusé sur Canal+.
si c'est pas un coup de maître de la part de la maison de commencer avec Full Metal, mais moi je ne peux qu'applaudir ce genre d'histoire. Du fois, je connaissais pas cette histoire, on n'avait pas parlé pendant le cours au festival. C'est vrai qu'on avait parlé de pas mal de choses. Pendant le cours au festival, on avait appris que voilà, il parlait déjà japonais, que ça fait longtemps qu'il y va, donc c'est un peu chez lui le Japon. Et je pense que c'est ça aussi qui vous a vachement aidé. Puis Full Metal, c'est vrai que ça a été un gros succès. C'est un des rares mangas où la fin a plu à tout le monde, où vraiment ça a été. Il est parfait. Il est sur My Anime List, il est top 1 depuis bien longtemps. En niveau manga, tout le monde le respecte. La communauté est incroyable. Donc je pense que vous avez bien commencé avec ça. En plus, du coup, il y a l'édition Perfect. Tout à fait. Qui est sortie. Là, on en est au tome 9 de l'édition Perfect. Oui, tout à fait. Ouais, la 10, elle va pas tarder à arriver. Yes. Et on est très content parce qu'on l'a vraiment très très bien vendu. Beaucoup plus que ce qu'on pensait. Hein. Merci à tous de l'avoir acquise. De qualité. Non, mais on a été surpris, tu vois. Le tome 1 de l'édition Perfect, il est sorti le 12 mars 2020. Ok. Voilà. Le 15 mars 2020, notre président disait « Restez chez vous ». Ah oui, c'est vrai. Bah oui, tu te souviens, il y a eu un virus. J'ai oublié, voilà. Le 2020 n'existe pas pour moi, Greg. Et donc, du coup, 3 jours après la sortie du bouquin, les gens n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Donc on s'est dit « Ok, c'est bon, c'est foutu ». Et ils l'ont commandé, en fait. Et en fait, ça a cartonné. On l'a réimprimé 6 fois, le tome 1. 6 fois ? Bah ouais. Alors que c'est un manga, tu vois, qui coûte 12 €. Enfin, il est très beau, mais il est cher aussi par rapport à un manga. On voit qu'au niveau du pass culture, ça a vachement aidé. Puis les gens, ils regardaient des animés, ils lisaient chez eux, ils avaient du temps en fait pour faire tout ça. Et il y a aussi une recrudescence du fait d'avoir une belle mangatech. Et l'édition Perfect, elle est tellement belle, vraiment. Je pense qu'il y a des gens. Il y a un abonné qui m'a dit, j'ai déjà les Full Metal, mais tu me conseilles la Perfect ? Bien sûr. Du coup, il est allé acheter la Perfect. Je ruine mes abonnés, mais c'est pour la bonne cause. Oui. Alors, du coup, on va enchaîner parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de licences chez Kurokawa. J'ai vu certains en parlaient, Satan 666. Donc on rappelle en plus le frère jumeau aîné de Masashi Kishimoto, donc vous connaissez, bien évidemment pour Naruto. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des dessins, c'était assez proche en fait du design. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ils sont jumeaux et en plus ils dessinent pareil. C'est exactement les mêmes. En fait, ça fait partie des deux premiers titres de Square Enix qu'on a publiés en France. Donc en septembre 2005, on sort Full Metal. En octobre 2005, on sort Satan 666. À une époque où Naruto est déjà très puissant en fait. Ok. Et il y avait une certaine rivalité entre les deux frères parce qu'il y en a un qui était chez un éditeur, l'autre qui chez l'autre. Bon, évidemment, Naruto était beaucoup plus puissant, mais Satan a très bien marché en France. J'adore la phrase. Satan a très bien marché en France. Ouais, voilà. Satan 666 a très bien marché en France. Déjà parce que à l'époque, il y avait beaucoup de blogueurs et tout qui disaient c'est le frère de machin. Enfin, tu vois, on n'a même pas eu besoin de le dire. Oui, c'est vrai que le nom Kishimoto ressortait. Voilà. Ça. Et puis, ça marchait. justement, comme Naruto marchait, ça fait que le graphisme de Satan, c'était le graphisme qui était à la mode. Oui. Donc les gens disaient tiens un petit mec avec les cheveux comme ça, il a un gros boomerang dans le dos, il a l'air badass. Allez, j'achète quoi. Donc non, c'était une bonne surprise Satan 666. Je vois beaucoup disent que c'est un peu un manga sous-coté dans les termes actuels et beaucoup s'en rappellent en fait de ce manga-là qui a plu à beaucoup en fait finalement. C'est assez particulier parce que ça bastonne beaucoup au début et très vite ça part un peu dans l'existentialisme et tout ça. Enfin, ils réfléchissent beaucoup. Ils cognent dur. Voilà, ils cognent dur, mais ils réfléchissent beaucoup. Quoi. Et c'est ça, c'est bien. Moi j'aime bien. Moi je suis partisane de ça. Ensuite, évidemment, une autre licence phare que vous aimez tous, voilà, Hippo, Hajime no Hippo. Eh oui. On a Face du Neketsusho qui est avec nous, qui nous fait un énorme cœur. Il est kawaii. Il est kawaii ce soir. Quand il entend Hippo, il devient chamallow. Hippo qui est une licence incroyable que tout le monde adore, qui est respectée, qui est le plus long manga sorti en France. 124. Incroyable. Et alors Hippo, c'est pareil, en fait, pour consolider le catalogue de Kurokawa, dès 2005-2006, on cherche à avoir comme ça un shonen qui est très long. Oui. Pour pouvoir avoir une saga, tu vois, que tu peux installer, etc. Est-ce que le fait que ce soit sport, c'était un plus ou... non, en fait, les mangas de sport, en fait, c'est pas compliqué, à part Slam Dunk, les mangas de sport, ça marche pas en France. Ouais, c'est vrai. T'as eu IQ qui a un peu marché, t'as eu comment il s'appelle Kuroko qui a pas mal marché grâce à l'animé. Mais vachement les animés. Les mangas de sport en France, c'est pas quelque chose. On a eu Olivier Tom, mais il le lisait pas forcément. Justement, tu vois, Olivier Tom, par rapport à toute la puissance que ça a dans l'imaginaire collectif, enfin, tu vas dans la rue, tout le monde connaît Olivier Tom. Oui. Mais par rapport à ça, les ventes, enfin, tu vois, Glénat, il les a sortis 2 ou 3 fois, les ventes, elles sont pas top. Mais c'est ça, c'était l'animé qui marchait. Les gens, ils aiment les animés de sport, mais ils vont pas acheter des mangas. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, Hippo, c'était un pari.
Et déjà à l'époque, le manga il faisait 65 ou 68 tomes, un truc comme ça. Et déjà mes patrons ils disaient quoi? Mais attends, c'est super long. Ouais. Et je leur dis bah ouais, mais enfin si ça cartonne pour 68 tomes quoi, tu vois. Et puis on se disait bon allez, ça fait 68 tomes, il va peut-être s'arrêter aux 80, tu vois. Non. Voilà. Non, jamais. Et ça fait combien de temps ça existe, Hippo d'ailleurs? Ça a commencé quand? 92, il me semble. 92. De mémoire, ouais, 92. Et d'ailleurs c'est drôle parce que du coup tu lis Hippo aujourd'hui. Ça se passe toujours à la même époque. C'est-à-dire que si tu regardes, ils n'ont pas de téléphone portable, ils n'ont pas de... Ouais, Tu sais, les voitures sont toujours vieilles, leurs fringues sont toujours à l'ancienne. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de mecs habillés comme nous aujourd'hui, quoi. Ils sont toujours habillés dans les années 90, bah let's go. Ils ont des chemises avec des grands cols comme ça. Ouais, la base, quoi. Mais on aime bien, la base de tes parents, quoi. C'est... Oh, ouais. Bon, moi j'aime bien. Les années 90 reviennent chez H&M et Zara, tout va bien. On aime le vintage, quoi. Et voilà. Et donc du coup, Hippo, comme c'était très long, ils se sont dit ouais, mais il y a aucun libraire qui acceptera une série si tu lui dis il y a déjà 60 tomes au Japon. Ouais. Et donc on discute avec l'éditeur japonais parce que Hippo c'est une très très grosse série au Japon, mais à l'étranger personne connaît. C'est pas ouf, quoi. Et du coup, eux, ils avaient vraiment envie de vendre Hippo à l'étranger pour faire plaisir à l'auteur et tout, donc ils ont été vachement conciliants avec nous. Je leur ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va le découper en saisons. Oui, c'est ce que tu avais dit pendant le cours. Comme ça, c'est plus facile, parce que tu n'arrives pas en disant, voilà, on sort un manga, il y a 60 tomes, parce que le libraire fait, ok, je prends pas. Non. Mais tu dis, alors c'est une série qui fait 30 tomes, après il y aura 20 tomes, après il y aura 20 tomes, après... Voilà. C'est plus ça facile, lui fait plusieurs séries à gérer, et puis pareil pour nous, pour le stock et tout, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et du coup, ils ont accepté, ils ont beaucoup discuté, et puis finalement, l'auteur était d'accord, parce qu'il a dit, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, j'aimerais bien dépasser l'Asie et tout ça, et du coup, on a eu l'ok grâce à ça. En fait, il n'y a que des coups de maître depuis le départ, non, quand même. Quand même pas non, mais quand même, quand tu regardes là, juste avec les droits, Full Metal et au moins Full Metal et Hippo, c'est quand même des séries qui ont fait cartonner la maison, parce que vous avez fait un peu... vous êtes allé un peu au culot sur certaines choses. Oui. Il y avait quand même des barrières, que ce soit en termes de maison qui n'est pas du tout connue, ou le nombre de tomes qu'il y a déjà au Japon, et vous avez quand même super bien géré le truc, quoi. Au début, personne ne nous attendait. C'est-à-dire que le marché du manga, à l'époque, il était déjà bien façonné. Ouais. Et on arrivait, et tout le monde disait, mais pourquoi vous venez? C'est trop tard. Enfin, c'est bon, il y a déjà X éditeurs de manga, on n'a pas besoin de vous. De plus en plus de manga. Donc on était obligé de faire des prises de risques comme ça, justement, de faire des choses que les autres n'avaient pas fait. De vous démarquer, finalement. Exactement. Et du coup, on enchaîne avec... Mais en fait, là, il n'y a que des GOAT Pokémon. Ah oui, Il est trop fort. En vrai, quand on voit les titres qu'il y a chez Kurokawa, c'est dinguerie, tellement c'est des classiques, quoi. Pokémon, ça faisait... Enfin, moi, je suis fan de Pokémon depuis le début. Enfin, on en avait parlé. Avec. Voilà. Mais j'ai toujours voulu récupérer d'une manière ou d'une autre Pokémon. Et en fait, les droits du manga étaient bloqués depuis des années et des années. C'est-à-dire que Glénat avait sorti le manga il y a 20 ans, en même temps que l'animé sur TF1, la toute première série et tout. Oh. Et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont perdu les droits. Je n'ai pas eu les détails. Puis tu sais, quand il y a des problèmes, les Japonais en général, ils disent hop, circulez, il n'y a rien à voir. Et du coup, les droits étaient bloqués. C'est-à-dire que le manga de Pokémon, il existait au Japon, en Thaïlande, et aux États-Unis, c'est tout. Japon, Thaïlande, States. Okay. C'est tout. Pour la plus grosse licence du monde, tu vois, c'est bizarre. C'est très bizarre. Et du coup, encore une fois, j'ai fait jouer mes contacts côté jeux vidéo. Oui, parce que du coup... Voilà. Oui. Et j'ai réussi à débloquer la situation et on a réussi à débloquer les droits. Alors, c'était in extremis parce que ça nous a pris 2 ans de travail en fait, il fallait trouver où c'était bloqué. Et c'était un casse-tête juridique. Parce que il lâche rien en plus. C'est-à-dire que tu as Pokémon au Japon, mais tu as la Pokémon Company qui gère les droits pour l'Occident aux États-Unis. Et après, tu as un bureau à Londres aussi qui gère pour toutes les langues. C'est eux qui traduisent Pokémon en anglais, en italien, en espagnol, en français, etc. Et donc, c'était bloqué entre ces 3 entités, quoi. Et du coup, ça a été très très long, mais on a réussi à faire en sorte que les 3 se parlent. C'est un médiateur. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, ils le font jamais. Puis tu vois, le manga, pour eux, c'était pas un gros business. C'est-à-dire que les Américains et les Anglais, ils avaient peut-être pas forcément envie de farfouiller leurs mails et tout pour savoir. Et au final, on fait en sorte que les 3 se parlent et clac, 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 ça se débloque. Et du coup, comme ça se débloque pour la France, juste après, ils peuvent le vendre aux Espagnols, aux Italiens, à l'Amérique du Sud, etc. Et en fait,
l'éditeur japonais, il était super content parce que grâce à nous, il a pu vendre le manga. C'est Kurokawa qui a exporté le manga au-delà de la France. En fait, finalement, tu as réglé un petit problème interne, en fait. Exactement. Mais je pense que aussi le fait que tu aies des connaissances dans le milieu du jeu vidéo, sachant que vous le savez, Pokémon, ça vient d'un jeu vidéo, je pense que ça a aidé. Je pense que finalement, sur cette licence-là en particulier, c'est vrai qu'on leur a filé un gros coup de main. Et il faut voir aussi que du coup... On t'appelle le sauveur de Pokémon à l'international. Peut-être pas non plus. Cet homme est fort. C'est juste que je suis passé par un chemin que les gens ne connaissaient pas, quoi. Et sur Pokémon, ce qui est intéressant, c'est qu'on était aussi très très timé. C'est-à-dire que j'avais débloqué la situation, mais j'avais, je sais plus, une fenêtre de 4 à 6 mois pour sortir le manga, sinon c'était foutu. Okay. Parce que la condition, c'était, ok, alors, très bien, vous allez faire le manga de Pokémon, mais il faut que vous soyez prêts au moment où il y a Pokémon Noir et Blanc qui sort. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Ok. Et genre, il sortait 4 mois plus tard, tu vois. Donc j'étais là... Donc, 4 mois. Ouais, et les mangas n'existaient pas au Japon. Ce qui fait qu'on a été obligé de récupérer les chapitres. Ça, c'est la première fois de l'histoire que c'est arrivé. On a sorti les mangas de Pokémon en France avant le Japon. Là, c'est incroyable. Parce que tu avais les chapitres dans les magazines, mais ils n'étaient pas encore sortis en tome relié, parce qu'ils allaient sortir en tome relié 1 an plus tard. Et les Japonais, ils s'en foutaient, puisque le chapitre 1 de Pokémon Noir et Blanc, il est sorti en même temps que la cartouche. Donc hop, chat perché, tout va bien. Mais nous, on sort pas des chapitres. Il n'y a pas de magazine, on sort que des c'est vrai que le format tomes. Magazine, voilà. Ça te permet ça, tu vois. C'est-à-dire que tu veux sortir le même jour que le jeu vidéo, t'as que 20 pages à dessiner. Donc tu dessines 20 pages, hop, regardez, le chapitre est là. Il faut un truc relié. Nous, il faut les 200 pages, tu vois. Avec une belle couverture, validée. Exactement. Donc du coup, ça a été la course. Et au final, on a réussi. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on recevait de l'imprimerie du Japon, on recevait les fichiers, on les assemblait, parce que des fois, les trucs n'étaient pas dans le bon ordre, parce qu'ils avaient oublié un truc. C'est souvent les mangas, quand ils sont dans le magazine, ils sont pas comme dans le tome relié. Oui. Les mecs corrigent des erreurs, il y a des flashbacks, ah non, c'est nul, on va plutôt le mettre là. Et, tout. Et en fait, l'ordre des chapitres, on a tout construit de zéro, quoi. Et au final, le manga Pokémon Noir et Blanc, il est différent de la version japonaise, parce qu'on l'a fait en temps réel avec le Japon, et il est sorti avant la version japonaise. C'est trop cool d'avoir toutes ces petites infos derrière tous ces mangas qu'on pense, du coup c'était facile, il y avait juste à prendre les droits, nanana. Beaucoup de transpi. Je pense que personne ne s'imagine que Pokémon a été aussi compliqué à avoir en France, en fait. Tout le monde se dit, Pokémon c'est une grosse licence, et en fait il y a eu un bazar entre Londres, États-Unis, Japon, qu'il fallait régler, 2 ans d'attente, sortir un manga avant le Japon. C'est incroyable quand même en fait on s'imagine pas tout le travail que fait la maison d'édition, quoi. Ouais, et puis grâce à tout ça, et grâce aussi à la fidélité des fans, j'ai peur de dire une bêtise, il me semble que cette année, on va dépasser les 3 millions d'exemplaires de Pokémon en manga. Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir même. Merci. Un grand merci à vous. Ensuite, on a pas mal de petites licences aussi qui ont bien marché. Je pense aussi à deux personnes du Neketsu qui l'adorent, Chocolat et Vanilla. On en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de Chocolat et Vanilla. On a Peachy Peach. Les petites sirènes. Les petites sirènes. On a moi, ça m'avait fait rire parce que Life... Et Kimiwa Petto, alors je dis Petto parce que... Kimiwa Pet, c'est 2 choses... Je ne les ai pas connues en manga, mais c'est des choses que j'ai connues en drama japonais. Ouais. Je les ai connues en drama il y a plus de 10 ans au Japon, et du coup je savais pas du tout que c'était chez Kurokawa, et j'ai pas forcément cherché à voir le manga, mais il y a beaucoup, pour les amateurs de drama japonais, même à l'ancienne, sachez bien qu'il y a un manga en général derrière. Et là, il fait super cool en plus, quoi. Kimi wa Pet, c'est notre premier manga avec Full Metal. Ils sont sortis en même temps, les deux. Donc le jour du lancement de Kurokawa, t'as FMA tome 1 et 2, et t'as Kimi wa Pet tome 1 et 2. Okay. En fait, on sort Kimi wa Pet qui est un josei manga. Et les josei, c'était trop tôt à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les filles sortaient de Peach Girl, et elles étaient sur Nana. Ok. Et en fait, Kimi wa Pet, c'est un rang au-dessus, tu vois. Ouais, après, Nana, c'est vrai que c'est un shoujo, mais la limite du josei. C'est un shoujo de josei, tu vois, les filles sont à la fac, quoi. Paradise c'est un josei, mais pourtant, Nana est quasiment du même level. Voilà, alors que Kimi wa Pet, c'est déjà une femme active, qui travaille, etc. C'est pour ça que c'est josei. Et du coup, ça n'a pas marché en France, malheureusement. Dommage. Parce que les lectrices de manga étaient trop jeunes, tu vois, on aurait sorti Kimi wa Pet 5 ans plus tard, je pense que c'était bon. Ouais, je pense que ça aurait bien marché, ouais. Et en fait, on faisait Kimi wa Pet parce que en 2005, le carton du moment chez nous, chez Univers Poche, donc la société qui a lancé Kurokawa, le carton du moment, c'était Le Diable s'habille en Prada.
J'adore. Tu vois l'analogie ou pas? Ouais, ok. Voilà. Donc girl power, les working girls qui ont la pêche et tout, voilà. Et donc on s'est dit, est-ce que les lectrices du roman Le Diable s'habille en Prada ne vont pas lire Kimi Wapet? Et non. Malheureusement, elles n'ont pas fait le même finalement. Non, alors que Kimi Wapet, on l'aurait sorti 5 ans plus tard, je pense qu'il aurait trouvé son public. Mais sachez qu'ils sont toujours dispo en numérique. Exactement. Si vous ne les trouvez pas forcément en librairie, ils sont dispo en numérique. D'ailleurs, je tiens à rappeler pour Oshinoko que les 2 premiers chapitres, d'ailleurs, sont disponibles en ligne. Vous pouvez les lire gratuitement. Peut-être si que la régie peut nous... Les gens savent que c'est un manga un peu chelou. Donc il y a des gens qui disent je sais pas, machin. Mais c'est justement... Tester avec les 2 premiers chapitres. Je pense que à la régie peut nous balancer un petit lien. Sinon, vous avez tous les chapitres disponibles gratuitement via le lien de l'Instagram de Kurokawa pour du coup tester en fait plusieurs chapitres. Il y aura toute la liste des mangas qui sont disponibles gratuitement, en tout cas les premiers chapitres, via l'Instagram de Kurokawa. Il y a un petit lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Avant de commencer peut-être la partie 2, on pourra peut-être citer d'autres classiques comme Basilisk. Il y a Basilisk. Basilisk, c'était une OP vachement sympa qu'on avait faite avec Kazé, qui à l'époque distribuait des films au cinéma. Du coup, il y a un film live de Basilisk, donc des acteurs déguisés en ninja qui se tapent dessus et tout. Et c'est un très beau film. Hein. Et du coup, on avait fait une OP avec eux. C'est-à-dire qu'il y a eu je sais plus qui a sorti le dessin animé, Kazé a sorti le film au cinéma, et nous, on a sorti le manga en même temps. Basilisk qui est quand même connu. Hein, Basilisk est assez connu. Basilisk, ça a été un gros succès à l'époque. C'est pour ça qu'on a été assez surpris quand on a sorti la suite là en 2019. C'est complètement planté. Mais vraiment, une belle plantade. Peut-être il y a eu trop d'espace, je sais pas. Je pense qu'en 15 ans, la mode des ninjas gros seins est passée. Je sais pas. Les ninjas gros seins, c'est fini. Voilà, vous êtes passé à autre chose. Je sais pas si vous êtes sur les exorcistes ou... C'est possible. À gros seins ou pas? Parce que je prends des notes moi aussi pour savoir ce que les gens veulent. Non, peut-être les épéistes contre des démons, je sais pas. J'hésite. On a H3 School, on a Kenichi. J'ai vu quelqu'un parler de Kenichi d'ailleurs. C'est pareil, Kenichi. Voilà. Alors Kenichi, je suis très content d'avoir sorti Kenichi en France parce que quand tu parles de manga à quelqu'un qui connaît pas les mangas, c'est exactement comment il s'imagine un manga. Tu as un jeune qui a des problèmes, qui est pas heureux dans sa vie, et puis du coup il va rencontrer une fille qui a des grands yeux, qui a des gros seins, et en fait elle connaît un secret, et grâce à ce secret il va devenir plus fort, et il doit se dépasser, et machin. Enfin c'est le shonen basique, quoi, vraiment basique. Et du coup c'est pareil, une série qui a eu un peu de mal en France, parce que je pense que justement c'était trop classique. Mais il a ses fans quand même. Je sais que bizarrement, Kenichi, ça a très bien marché en Allemagne. Ils ont même diffusé l'animé à la télé. Donc vraiment différent au sein de l'Europe. Hein. Ah ouais, complètement. Et c'est vrai que aussi Kenichi, le problème qu'il a eu vis-à-vis de la diffusion de l'animé, c'est l'animé a été produit, alors si je me souviens bien, c'était en 2010 ou en 2012, au moment où le Japon a abandonné le 4/3 pour faire du 16/9. Et du coup, Kenichi, c'est le dernier animé à être en 4/3. Et tu vois, du coup, les chaînes françaises, elles disaient non, nous on veut... du coup... Voilà. Donc, c'est les écrans plats, là, ça y est. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pris Kenichi en France. Alors qu'il y a tout, tu vois, il y a de la baston, des gags, les persos sont super. Pour les gens qui sont fans de doubleurs, en fait, l'auteur du manga Kenichi, que je connais très bien, c'est un fan de doubleurs. Donc il a fait sa liste de courses, il dit alors pour lui je veux lui, pour machin, et il y a que des doubleurs de malades sur cette série. Et peut-être ils vont faire un Kenichi Brotherhood, j'en sais rien moi. Ce serait pas mal. Alors s'ils pouvaient plutôt faire un animé de 008, ça m'arrangerait, mais c'est l'actu. C'est l'actu. Mais en tout cas voilà, Kenichi, pareil, Kenichi, série de 61 tomes, alors que la série marche pas en France. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas l'arrêter en cours de route. Donc on a coupé, pareil, on a fait 2 saisons pour pouvoir expliquer aux libraires, cette série qui vend pas, il faut quand même la prendre parce que hop, la deuxième petite feinte, c'est pas la même, c'est une autre série, ça a mieux marché. Et à la fin, ça c'est un truc qui me désole, mais à la fin on perdait tellement d'argent sur Kenichi qu'on a été obligé de faire des tomes doubles. Donc c'est vrai que dans la bibliothèque c'est pas cool, mais on s'est dit il vaut mieux faire ça que d'arrêter avant la fin. Enfin, moi, j'ai toujours refusé pour les fans, c'est... Voilà, même si on en vend 50, je veux pas décevoir 50 personnes, tu vois. Donc, c'est un engagement quand tu commences une série. Ça, c'est cool. Donc, Kenichi, on a serré les dents et on est allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que sur la fin, les tomes sont un peu dépareillés. Et en plus, j'ai réussi à négocier un truc, c'est qu'il y a un tome bonus
qui normalement est vendu séparément au Japon. Ouais. Et j'ai réussi à l'intégrer à la collection, donc voilà, il y a l'intégralité est sortie en France, quoi. C'est beau ça. Et il y en a un qui a dit merci de ne pas l'avoir abandonné. Ah bah non, mais c'est normal. Alors, du coup, on va reparler après de celui-là. Hein. Bah oui, évidemment. Je le dis pas tout de suite parce que ça fait parle partie, beaucoup sur le ça chat, fait partie ouais. de la partie 2 qui sera les top et flops. Mais avant de commencer la partie 2 des top et flops de Kurokawa, on va parler du Kuro Game. C'est l'instant pour vous de jouer comme d'habitude, de tenter de remporter. Du coup, là, c'est des goodies. Oui, tout à fait. Des goodies vintage en plus, je crois. Bah ouais, pour fêter l'histoire de Kurokawa, on a retrouvé des goodies, mais des goodies qui sont peut-être plus vieux que certaines personnes qui nous regardent. Wow. Des trucs que j'ai ramenés du Japon ou qu'on a fabriqués nous-mêmes dans les années 2000, tu vois. C'est collector, là. Ah bah ça doit être méga ça se trouve, collector. je largue des trucs là qui valent 1000 balles sur eBay, tu vois. Je sais pas. Ne regarde pas, tu vas avoir mal. J'ai pas regardé. Non, mais il y a des petits goodies un peu, il y a des petits goodies un petit peu vintage, des choses qu'on a produites à l'époque. Enfin, c'est. Et ben du coup, vous allez sympa. pouvoir tenter de remporter ces goodies ultra vintage qui ont même fait 5000 km pour venir chez vous. En tapant bien évidemment dans le chat quelle est la série avec laquelle vous avez découvert Kurokawa. Vous avez juste à écrire avec quelle série vous avez découvert Kurokawa. Et du coup, comme d'habitude, bien évidemment, il faut follow la chaîne de Kurokawa si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on vous retrouve pas. Bah oui, on vous retrouve pas. Et c'est surtout qu'on va vous envoyer un petit message dans les chuchotements, bien évidemment, dans l'espace message de Twitch. Je pense que ce sera dans la soirée. Et du coup, vous allez pouvoir tenter de remporter ce Kuro Game. Je vois déjà qu'il y en a qui écrivent Hypo, Bloodlad. Ah, Bloodlad, Full Metal, let's go. Eh ben, ça nous fait une petite transition là avec les noms que j'ai cités, avec les fameux top et flop de Kurokawa. Il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs, c'est bien, on est humble chez Kurokawa, on en parle. C'est ça, arrive, il y a des choses qui ne marchent pas forcément, mais on va parler des tops. Et je sais qu'on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais One Punch Man. Ah bah oui, évidemment. One Punch Man, Full Metal, avec les rééditions Pokémon, Senseiya, Bloodlad, j'en ai vu. Ça, c'est des tops. C'est vrai qu'en termes de chiffres, en termes de longévité, ça marche toujours, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que One Punch Man, forcément, il y a toujours de l'actu, il continue à dessiner. Alors, il y a eu un passage à vide, là, cette année, parce que justement, Murata, le dessinateur, c'est un vrai perfectionniste. C'est quelqu'un qui dessine super bien et il dessine tellement bien qu'il n'est jamais content. Donc, ça fait depuis la fin de l'année, entre mi-fin 2020, il s'est dit ouais non, ce que j'ai fait c'est nul, je recommence tout. Et du coup, il y a eu un an entre le tome 22 et 20. Il y a eu un an entre le 21 et le 22, un an entre le 22 et le 23, et un an là il y a eu 9 mois entre le 23 et le 24. Il nous a fait mieux là. Et le problème de ça, c'est que le public en France, s'il y a trop d'espace entre deux tomes, il t'oublie. Il s'impatiente, il oublie. Et puis il passe à autre chose. Enfin, c'est normal, quoi. Tu vois, t'as envie de lire des trucs et. Quand t'as d'autres séries qui sortent si t'as commencé un autre truc et que c'est régulier, tu l'as oublié. Limite, quand le nouveau One Punch sort, ah mais oui, c'est vrai, je lisais ça avant, tu vois. Donc il y a un gros travail de notre part pour ah non, revenez les mecs, ça y est, le nouveau tome. Et tu vois là au mois de mars, on va sortir le tome 24. Oui. Alors qu'il est sorti en décembre au Japon. Donc c'est un travail de fou, quoi. On essaie vraiment d'aller le plus vite possible, quoi. Mais c'est bon. Et là, normalement, d'après ce que je vois, il a repris la série normale, c'est-à-dire qu'il a arrêté de redessiner les anciens chapitres, et il reprend la série. Redessiner les anciens chapitres. Le gars est beaucoup trop perfectionniste. Parce qu'il disait non, ce que j'ai fait, c'est pas terrible. Et c'est pour ça que les tomes sortaient pas, parce qu'il y avait rien à mettre dedans, puisqu'il disait non, ça c'est trop moche. Attendez, il faut que je le redessine. Et puis les gens disaient oui, sensei, on attend, il n'y a pas de problème. Oui, oui, c'est bon, Murata, Sama, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que quand on regarde les dessins de Murata, on ne peut que apprécier, et en plus, on a le souci du détail, donc c'est vrai que c'est un des plus beaux dessinateurs manga, hein, ça fait partie des top mangaka. Du coup, One Punch Man, donc tome 24 qui sort en mars. Tout à fait. Donc pour tous les fans, on reprend, hein, on n'oublie pas, Murata il est là, il vous fait du travail de qualité. Oui, vous devez attendre, mais je sais que, bon, en vrai, il y a plein d'autres choses à lire entre temps, il faut pas oublier. Il faut activer les notifications dès qu'il y a un truc. On va faire un système de notif en mode bonjour, le truc arrive. Ou alors, après, c'est ça aussi l'intérêt d'aller chez un libraire de quartier, c'est que le gars il vous connaît et il vous met une alerte quand vous passez. Ah tiens, toi je sais que t'aimes bien One Punch, il y a le prochain qui arrive. Ou vous suivez les lives Kurokawa. Aussi, voilà. Vous suivez les lives Kurokawa le mardi avec toi ou avec Augustin qui vous donne toutes les sorties, les nouveautés, les dates, comme ça vous ne ratez rien du tout de vos séries préférées et ça c'est important. En autre top, FMA on en a parlé, Pokémon, Senseiya, le The Lost Canvas, voilà. tout à fait.
C'était un beau hold-up, ça, parce que historiquement, les éditeurs de Saint Seiya, il y a le Saint Seiya original qui est chez Kana, Ouais. il y a le Saint Seiya épisode G qui est chez Panini, et en fait, j'y vais au bluff. Je leur dis, écoutez, voilà, je suis super fan de Saint Seiya, il faut absolument que je le fasse, j'adore. Ils font, mais pourquoi Je dis, écoutez, voilà, et je leur montre des trucs que j'avais fait quand j'étais gamin, parce que quand j'étais ado, on était tellement à fond sur Saint Seiya avec mes potes, on avait créé un jeu de rôle Saint Seiya, c'est-à-dire qu'on allait dans ma cave et on jouait avec des dés et tout ça, on se refaisait... Lance le jeu, Greg, voilà, lance exactement. le jeu, c'est maintenant. Et du coup, je leur dis, voilà, moi je faisais ça quand j'étais gamin, tellement j'étais fan de Saint Seiya. C'était Stranger Things dans la cave. C'est ça, exactement. On avait créé nos propres règles et tout. Mais il est trop et j'ai dit, ouais, je suis vraiment fan, et en plus, le manga, je l'ai lu, il est vachement bien et tout. Et là, ils me disent un truc qui fait, mais c'est marrant parce que tout le monde nous a dit, je vous achète Saint Seiya, je vous mets beaucoup d'argent sur la table et tout. Vous êtes le seul à nous dire que vous l'avez lu et que vous avez bien aimé. Ouais, genre pas en mode Voilà. je te sors. Et du coup, ça compte beaucoup pour l'auteur, et je pense que c'est pour ça qu'on a été choisi. Ouais, c'est encore une fois, il a sorti une carte flush. Non, mais c'était même pas. Enfin, j'y suis allé en disant, voilà, je kiffe, quoi. Ouais. Mais, En fait, je pense et au que t'as final, été ça leur a honnête. plu, quoi. T'as été Après, honnête. on a mis beaucoup d'argent aussi, hein, parce que mais Saint Seiya, le ticket d'entrée est très cher, c'est normal. Oui. Mais les autres ont mis de l'argent, nous ont mis de l'argent et du kokoro, tu vois. Voilà. Ça, c'est important. Après, je pense que c'est vraiment le sentiment de l'auteur aussi qui se dit Bien sûr. c'est lui qui choisit, entre guillemets, il va se dire que ça va être adapté en France, sachant qu'on a un gros public, des gros lecteurs. Oui. Voilà, on va dire, on va le faire publier dans un pays où il y a beaucoup, ça mange beaucoup du Oui, et manga. puis ils savent que Saint Seiya, c'est une religion en France. Enfin, tu vois, il y a 3 pays en France où ça cartonne Saint Seiya, c'est l'Italie, la France et le Brésil. Le Brésil. Les 3 pays, c'est des fous de Saint Seiya, vraiment. Le Brésil, je lui attendais pas. Le mais Brésil. ok. Si, le Brésil, ils sont fous de Saint Seiya. Mais c'est vrai que Senseiya, oui, c'est vrai que le mot religion en France, il y a vraiment des fans de Senseiya, c'est intouchable. C'est un truc de fou, quoi. Des Dragon Ball et Senseiya, c'est vraiment les licences en France où. Bah ouais, c'est ça. Senseiya, oui, c'est la nostalgie qui parle, et du coup, t'as pu avoir Senseiya Lost Canvas chez toi, alors qu'il y a deux autres maisons, c'est ça qui ont. Bah oui, il y a Kana qui fait le Saint Seiya original, Ouais. et donc Panini qui faisait épisode G. Ok. Et du coup, bah voilà, Saint Seiya aujourd'hui, c'est entre 3 maisons différentes. C'est beau, c'est beau. Et on a une dernière aussi, Bloodlad. J'ai vu certains qui en parlaient. Bloodlad. Bah, Bloodlad, c'est un copain à moi qui m'a recommandé Bloodlad. Malheureusement, il nous a quittés, donc mémoire à lui. C'est un très bon copain à moi qui était c'était le rédacteur en chef de New Type. Okay. Qui est un magazine d'animé qui est très connu au Japon, notamment dans les années 90, les fans d'animé, comme il n'y avait pas Internet. C'était un ami japonais ? C'était un ami japonais, ouais. Ok, d'accord. Et c'est dans les années 90, notamment les vieux fans d'animé de cette époque-là, ils aimaient beaucoup New Type parce que c'était un grand magazine avec des grandes images. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est là que tu avais toutes les infos avec les nouveaux dessins animés, etc. Et donc lui, il était rédac-chef de cette série-là à un moment, et il était assez reconnu au Japon et dans la société Kadokawa, qui publie le magazine New Type, parce que en fait, il avait lancé Gundam Magazine au Japon. Oh, okay. Les gens lui avaient dit, oh, ça marchera jamais et tout. Il a fait, non, attendez les gars, je vous explique, alors à l'époque c'était des trentenaires, maintenant c'est plutôt des cinquantenaires, mais il dit, écoutez, là, il y a des trentenaires, ils ont de l'argent, ils savent pas quoi faire, on va faire Gundam Magazine, ça a cartonné. Le mec dit, hop, résultat, ça a explosé, c'est devenu super balèze et tout, il a monté en grade très très haut, et du coup, on va bouffer ensemble, et le problème, c'est que lui, tous les mangas qu'il faisait, c'était pas forcément des mangas qui allaient fonctionner en France. Ok. Tu vois, parce qu'il faisait beaucoup de mangas de robots, et les robots en France, ça marche pas. Le mecha, ça marche pas. On est vraiment le seul pays où ça... Enfin, tu vois, aux États-Unis, ça mord et tout ça, mais en France, non. Il y a Goldorak, Robotech, Evangelion, et après, la porte est fermée. Et Code Geass, il se fait... Voilà. Ouais, mais... Code Geass, il y a des robots, mais c'est pas un animé de robots, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui disent que c'est pas un animé de mecha, mais il y a des robots quand même, et les gens le voient à un tel point que les Français aiment pas ça, ils vont se dire oui, mais c'est quand même mecha parce que j'en ai vu. C'est ça, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de mangas chez lui qui étaient intéressants. Et il dit, écoute là, Greg, je te file un tuyau, je vais lancer un manga. C'est un petit jeune qui dessine vachement bien. Il me montre des planches, et le mec dessinait comme les pochettes d'albums de Gorillaz.
Je dis, mais c'est mortel ça. Et il fait, ouais, c'est un petit jeune. On l'a repéré, il est vachement bien et tout, et il va nous faire un manga. Je pense que ça va cartonner en Occident, quoi. Et j'ai avant, il s'appelle comment? Blood Lad. Ok, j'achète. Ouais. J'ai lu. J'achète. Non, le mec, je lui fais confiance parce que il sentait les trucs, quoi. Et c'était un mec qui était assez extraordinaire. C'était un japonais pur jus, mais il avait fait ses études en France. Ah. Et donc il avait vécu, mais pas du tout pop culture. Lui, il était en France à l'époque. Il était fan de Truffaut, Belmondo, Alain Delon. Ah ouais, donc il était vraiment dans le délire français, la France français, quoi. Ouais, et puis le délire français amoureux aussi, tu vois. C'était un mec qui aimait draguer, il s'était marié 3 fois. Ah oui, la belle vie. L'image de la France, de la séduction, de la jouissance, du côté kiff, voilà. Un peu romantique. C'est un vrai romantique, parisienne. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Exactement. Loin de la fougue tokyoïde que je n'ai pas vue à Tokyo d'ailleurs. Ouais. Et du coup, j'ai confiance en lui, tu vois. Donc il me montre quelques pages de Blood Lad, il me montre un chapitre et je dis ok, voilà. Quand ça sort, je l'achète, pas de souci, tu me le mets de côté et tout. Et voilà. Et Blood Lad sort en France et ça, effectivement, ça a bien marché. Ça marche super bien parce que c'est bien dessiné, c'est rigolo. Les histoires sont bonnes, les bastons sont bonnes. Derrière, il y a un animé qui arrive chez Dybex qui nous a bien aidé aussi, mais le graphisme de Blood Lad était vraiment très intriguant pour les gens. Ouais. C'est pas le genre de graphisme que tu avais l'habitude de voir en manga et je pense que ça a marqué les gens. Ouais, c'est ça qui marche aussi, je pense que pour la plupart des lecteurs, c'était de sortir de ces graphismes qu'on voyait beaucoup trop, que ce soit à la fin années 2000 ou début 2000, où tu avais un graphisme vraiment, j'ai l'impression, un peu général. En fait, à cette époque-là, tous les mangas ressemblaient à Fairy Tail, en fait. Voilà. Ouais, le graphisme dont je parlais, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est vrai que quand ça change, les gens ils disent à chaque décennie, tu as une tendance qui se dessine. Tu as le style clamp. Voilà, tu as eu le style clamp. Alors, tu as eu le style. Moi, c'est plutôt. 80-90, c'est plutôt le style. Alors, c'est un mec qui est pas forcément super connu des gens d'aujourd'hui. C'est un type qui s'appelle Kenichi Sonoda. Et il a le style qui est repris par les Totally Spies et tout ça. Enfin, tous les Américains qui dessinent style manga, en fait, ils dessinent comme ce mec-là. Ok. Donc, allez chercher sur Google Kenichi Sonoda. C'est le mec qui a fait Gunsmith Cats et le character design de Bubblegum Crisis, qui était un animé des années 80 qui a cartonné aux États-Unis. Et dans les années 90, tout le monde dessinait comme lui. Après, tu as quelqu'un qui vient de dire le gars de Bubblegum. Voilà, et Riding Bean, voilà. Il y a des gens qui sont super calés là, dis donc. Voilà. Incroyable. Et donc, ah bah oui, il y a même Konnichiwa Hurricane, c'est l'opening ça. Et donc chaque décennie, tu as un style de dessin, t'as un style de dessin qui arrive. Aujourd'hui, on est plus rond que Fairy Tail. Tu vois, les années 2010, je dirais plus qu'on est dans du on va être plus dans du style rond mais hyper détaillé. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal et c'est vraiment comme à la Hero Academia en fait. Oui. Où les personnages sont beaucoup plus ronds, ils sont beaucoup plus fluides. Il y a un petit côté, un retour du cute dans le dessin, ouais. Le cute vénère, parce que tu sais, ils ont le visage rond, mais ils sont comme ça. Oui, d'ailleurs. Et les deux cohabitent, et ça marche plutôt bien avec les traits épais, comme ça. Mais bon, bref. Après, c'est vrai qu'il y a Soul Eater aussi qui a super bien marché, je l'ai vu. Il y a tellement. Après, voilà, dans les animés, enfin dans les mangas phares qui ont marché chez Kurokawa, voilà, vous avez la liste, où il y en a plein d'autres que vous avez connus. Bien sûr, Fullmetal Alchemist, on le redit encore une fois, mais il y a eu des flops. Oui. Rapidement, on va parler vite fait des flops. On a Life. Tout ne se vend pas. Life, alors Life, le problème, c'est que je pensais vraiment que ça allait marcher. Ouais. Parce que c'est un manga qui dénonce l'ijime, donc le harcèlement à l'école, etc. Et en fait, je pense que pour les Français, c'était trop long. C'était trop long parce que déjà 20 tomes sur le harcèlement, c'était compliqué. C'est prenant. Et c'est un manga qui. Aussi, j'en parlais au Kuro Festival. J'ai fait la connaissance de Magine Flav, qui est très sympathique, qu'on salue d'ailleurs. Et du coup, j'en discutais avec elle parce que c'est un manga qu'elle adore a priori. Et en fait, je pense que le manga était trop fort pour les Français. C'est-à-dire que tu te le prends en pleine gueule, quoi. Ça fait très mal. Et si t'as subi ça, ne serait-ce qu'un peu, le manga il est oppressant en fait. Oui. Je peux t'avouer que ça a été très dur pour moi, vraiment. Donc sur 20 tomes en plus, tu vois, c'est-à-dire que pendant 19 tomes, il lui arrive que de la merde et il faut attendre le 20e tome pour qu'enfin, spoiler alerte, ça se passe mieux pour elle, quoi. Ouais. Mais voilà, les 19 premiers tomes, elle en chie et t'arrives pas à voir la solution parce qu'à chaque fois qu'elle s'en sort, il y a une autre merde qui lui arrive dessus. Enfin, en plus, les nanas
les nanas qui la pourchassent, c'est vraiment des merdes humaines, quoi. Donc, c'est... Ah non, c'est horrible. Vous avez envie... je vous explique, hein, vraiment, vous avez envie de tout casser quand vous lisez ça, ou même quand moi j'ai regardé le drama il y a 12 ans, j'avais envie de tout casser. Mais d'ailleurs, il est dispo en numérique, s'il y en a qui veulent tester, parce que voilà, c'est... Je pense que c'est un manga qu'il faut lire, pareil, aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu plus ouvert sur le manga, etc., c'est... Mais après, je le vois dans... Il y a Azumanga Daioh. Alors, Azumanga Daioh, ça c'est un manga de cœur. Pareil, c'est un des mangas qui était au lancement. Au début de Kurokawa, on a beaucoup expérimenté. Azumanga Daioh, c'est une pépite. C'est le premier manga commercial de l'auteur de Yotsuba. Et ça n'a pas du tout marché. Le tome 1 s'est plutôt bien débrouillé parce qu'il y avait un animé, mais ça n'a pas super bien marché parce que c'était un manga en 4 cases. Ouais, mais c'est ça qu'ils disent, et ça m'étonne pour Azumanga parce qu'il avait une bonne réputation en animé. Sachez bien que des fois, il y en a qui vont très bien marcher en animé, mais moins en manga en fait. C'est ça, il y a des trucs, oui, je vois, Azumanga Daioh semblait avoir une bonne réputation. Azumanga Daioh, c'est super. L'animé, il est top. Le manga, il est incroyable, mais... C'est du manga, c'est du Yonkoma. Le Yonkoma, c'est des trucs en 4 cases, comme Calvin et Hobbes, comme Snoopy. Et les lecteurs de manga n'étaient pas forcément prêts à lire ce genre de choses. Des fois, ouais, c'est ça. Et puis ou des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est un style qui est particulier. Pourtant, on a énormément bossé, parce que justement, comme c'est un manga 100% humour, il a fallu beaucoup bosser la trad. Ouais. Donc voilà, j'étais triste. Oui. Ouais, j'avoue qu'au niveau humour, il faut trouver les versions qui vont faire rire les Français. Plein de jeux de mots, plein de trucs. Et puis c'est surtout qu'entre le japonais et le français, c'est compliqué, quoi. Donc on a Azumanga Daioh qui n'a pas forcément bien marché malgré ce que vous pensiez en animé. Voilà, en manga, ça ne marche pas toujours forcément. Il y a Regatta. Regatta, pire flop de l'histoire de Kurokawa. Ah mince le pire flop de toute l'histoire de Kurokawa. T'étais vraiment déçu, genre. On en a vendu genre 400, tu vois. C'est, non, attends, c'est une comédie romantique sur des mecs qui font de l'aviron. Ouais. Bon, c'est vrai que ça vend pas du rêve comme ça. Et c'est vraiment un échec total. Tu vois, genre le premier tome, on a dû faire peut-être 1000 ou 2000 ex et à la fin, on en vendait... on n'aurait pas dû les imprimer en fait, quoi. Tu vois, tellement... C'était... c'est horrible. Ah ouais, non, mais c'est... Quand t'as dit ça, genre, ça sent vraiment le pire truc, le gros seum, genre... Wow. Ça a été... Ah ouais. Et en fait, j'étais très déçu parce que c'est un auteur que j'adore. Ouais. C'est un auteur japonais qui s'appelle Hidenori Hara, qui est vraiment le maître de la comédie romantique japonaise, quoi. Dans les années 90, c'était et jusqu'au milieu des années 2000, c'était un très grand auteur japonais de comédie romantique. Il y a beaucoup de ces mangas, d'ailleurs, qui ont été adaptés en drama. Regatta est un drama. Regatta est un drama ? Si tu veux voir des beaux hommes musclés taper dans l'eau avec leurs rames, voilà. Tu peux regarder le drama de Regatta. Mais en même temps, ils font toujours des sujets, des fois, ils parlent dans tous les sens, ils font tout et n'importe quoi. Mais le mec est un maître. C'est-à-dire que si tu veux apprendre un peu la narration, la mise en case, etc., c'est... En fait, en gros, tu as Adachi, qui fait du shonen. Et au Japon, ce qu'il se disait, c'est que Adachi, il fait de la comédie romantique pour les enfants, les ados, etc. Et pour les adultes, il y a Hidenori Hara, en fait. Donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très très puissant pour rendre les émotions, pour faire un découpage dans les cases où tu es vraiment... Tu sais, t'as un mec qui regarde une meuf, tu as une main, un nuage, un truc, et t'es à fond dedans, quoi. Donc malheureusement, voilà, Regatta. Keishicho 24 aussi, c'est pareil, c'est un super manga d'un auteur, Hideki Owada, qui est un auteur de manga que j'adore. Alors aujourd'hui, il est connu aux États-Unis parce que c'est le gars qui a fait le manga où tu avais tous les hommes politiques qui se battaient. Tu sais, t'avais George Bush qui se battait, il faisait des parties de mahjong. Tu avais George Bush qui faisait des parties de mahjong avec le Premier ministre. Et en fait, c'est devenu des mèmes il y a une dizaine d'années. Donc ce manga est assez connu aux États-Unis. Ouais. Mais avant ça, c'est un auteur qui, sorti du Japon, ça marchait pas, quoi. Il a fait donc Keishicho 24, qui est un manga qui est un manga d'action, mais qui est complètement fou. C'est un type qui débarque dans un commissariat. Ils sont tous complètement barrés, ils ont tous des super pouvoirs, mais en même temps, c'est une brigade secrète qui s'appelle les flics de la mort. Mais leur couverture, c'est qu'en fait, ils vont dans les écoles maternelles pour apprendre aux enfants le code de la route. Et donc, du coup, ils y vont, ils sont déguisés en panda et tout, mais en fait, dans les pandas, t'as des mitrailleuses cachées, enfin, c'est complètement ouf. What ? C'est l'équipe du Joker ou quoi ? Non, mais c'est un manga qui est cultissime, mais pareil, l'humour, ça... Mais ça se trouve, maintenant, ça pourrait plaire, parce qu'il y en a certains, là, tu leur as dit l'histoire de l'aviron, il y en a, du coup, je suis intriguée, j'ai envie de lire. Mais je pense qu'il y a une époque où les gens étaient vraiment un peu coincés dans des cases, c'est ça. Et maintenant, peut-être, ils sont plus, j'ai envie de trucs what the fuck, parce que j'en ai marre du truc habituel. C'est pour ça qu'on repropose la plupart de nos anciens
mangas qui sont plus dispo en papier, en numérique, pour que les gens puissent les découvrir ou les redécouvrir. Et Panzer Princesse Pounier, pareil, c'est un des pires échecs de Kurokawa, alors que c'est un de mes mangas préférés. Toujours de Hideki Owada. Toujours Hideki. Ben non, mais je vais te le pitcher, tu vas avoir envie de le lire en plus. C'est une magical girl facho qui fait du MMA. Elle, voilà. Quoi ? Donc en gros, c'est. J'aurais fait des clés de bras et tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle arrive avec un sceptre. Elle est avec son petit sceptre. Alors elle arrive sur Terre. Bonjour, hihi. Aujourd'hui, je viens étudier les humains, machin. Et donc évidemment, il y a des racailles dans la classe qui la voient d'un mauvais œil et tout. Ouais. Et là, j'espère qu'on sera amis et tout. Ta gueule. Voilà. Et du coup, comment tu me parles ? Et bam, elle lui pète le bras et tout. Mais c'est génial. Et c'est complètement ouf, quoi. Ça date de quand 2006. Et c'est pareil, il y a le plus grand chapitre de Panzer Princesse Pounier, c'est que elle a toujours un petit chien mignon qui l'accompagne. Tu sais, elles ont toujours des mascottes, les Magical Girls. Oui, c'est important. Elle a un petit chien Payatan qui l'accompagne partout. Et donc, évidemment, il y a une nana de l'école qui fait « Ah, mais il est trop mignon, ton petit chien. Comment est-ce que tu l'as obtenu et tout ?» Elle fait « Je suis allé le chercher au village des mascottes. » Et là, tu vois le flashback. Elle arrive au village des mascottes, mais genre, c'est une ville de Far West dévastée, avec des mecs morts de faim dans la rue et tout, machin. Et elle rentre dans le saloon, et donc, elle voit son Payatan, mais il est dessiné comme Ken le survivant. Et genre, il a une balafre et tout. Il est en train de jouer au poker. Il y a un mec qui triche, il le descend. Elle fait c'est incroyable. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Donc elle rentre et tout. Les mecs la regardent en mode western. Ils la regardent de côté comme ça. Ils font qu'est-ce que tu fais là, jeune fille? Tu t'es perdue et tout. Genre. Voilà. Et elle arrive. Je viens chercher la mascotte la plus badass de ce village et tout. Et l'autre arrive. Il prend un verre. Il boit. Il pose. Il lui fait écoute. Tu t'es perdu, rentre chez toi avant qu'il t'arrive malheur. Le fameux pitch. Voilà. Et en fait, ils vont se faire un duel. Ils vont se faire un duel de lutte, quoi, de MMA. Ils se font des clés de bras, des clés de machin et tout. Et voilà. Et le manga est complètement fou. Je pense que beaucoup sont intrigués par le manga et vont vouloir le lire du coup parce que c'est complètement barré, mais c'est génial. Ouais. Même moi, je suis en mode. Mais tu vois, à l'époque, on l'a sorti. On peut l'envoyer en numérique, s'il vous plaît. Tu vois, on en a vendu, je sais pas, 1600, 1800, un truc comme ça. Je pense que c'était trop barré pour les gens de l'époque, quoi. À l'époque. Je pense que maintenant, du coup, avec une bonne petite promo sur les réseaux, ça pourrait être cool. Voilà, faut voir qu'en 2006, il n'y avait pas de réseaux sociaux, en fait. Tu vois, c'était le tout début de Facebook. Je pense qu'à l'époque, c'était compliqué de mettre en avant des mangas qui sortent de l'ordinaire. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il suffit qu'il y ait un gros influenceur qui trouve MDR. Hop, voilà. Ah, mais complètement. Et c'est là qu'on enchaîne avec du coup l'avenir de Kuro. Parce que du coup, quand on parle de manga barré, on a Oshinoko. C'est barré différemment. Mais quand j'entends le speech, je me dis, et que je vois que ça marche bien, tu vois, des mangas comme Merci à tous d'ailleurs, parce que il est sorti un jeudi et le lundi suivant, on nous a dit il faut le réimprimer. C'est chaud. Let's go, c'est génial. Voilà, donc merci beaucoup. Et c'est vrai qu'Oshinoko, justement, c'est un genre de manga dont le pitch aurait pu faire peur il y a une quinzaine d'années et qui aujourd'hui, voilà, les mangas, les lecteurs français sont beaucoup plus ouverts en fait aux mangas qui traitent de l'actu, qui traitent de la société. Il y a moins de, on va dire que les lecteurs aujourd'hui recherchent moins le cliché qu'avant. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'avant, c'est vraiment les mangas de bagarre qui se vendaient. Ouais. De toute façon, tu regardes le top 10 de ce qui vend en France, c'est de la bagarre. Oui. Mais tu peux avoir des beaux succès. Tu vois, par exemple, nous, Blue Flag, c'était une belle surprise. Oui. Voilà. Alors que bon... C'est genre 1 sur je sais pas combien, voilà, en fait. Oui. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, les Français sont plus ouverts. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, à mon grand regret, les mangas d'humour, 100% humour, ça marchait plus. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu vas avoir des mangas d'humour qui marchent mieux. Oui, voilà, celui-là, il est complètement fou. On a aussi. The Ride-On King, qui arrivait déjà entre les mains de certains influenceurs qui vont bientôt vous en parler. Ça, je le sais, j'en ai parlé avec certains qui ont adoré le pitch de notre Poutinov, pardon, excusez-moi. Je me fais rattraper par le KGB en sortant. C'est pas du tout la même personne. C'est pas du tout la même personne. Je vois pas du tout de quoi on parle, en fait. Non, pas du tout. Poutinov qui ride son tigre. C'est complètement barré. Les gens qui l'ont lu, en tout cas, au niveau des retours, ils ont vraiment adoré. C'est un isekai, c'est ça? Ouais, c'est un isekai, voilà. Mais après, il y a des mangas qui sont tellement barrés que même aujourd'hui, ça marcherait pas. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de lire un manga. Je te fais le titre, tu vas deviner de quoi ça parle. Le titre du manga, je l'ai lu hier. Il y a 4 chapitres qui sont sortis au Japon. Je l'ai lu hier, je fais ah ouais quand même.
Le titre, c'est « J'adore les gros nichons, mais je me suis réincarné dans un boys love ». C'est incroyable. C'est le titre, hein. Tu lis des trucs, Greg. Bah, je lis tout, je suis obligé. Mais je sais, mais là, le titre, vous avez partie de la génération de ces titres un peu comme moi quand je me réincarne en slime, des titres très longs. Bah lui, c'est le premier, en fait. Oui. Et il a lancé la mode des titres complètement ouf, comme ça. Je sais que vous l'aimez bien. Moi, quand je me réincarne en slime, vous savez, mais celui que tu lis, là, en ce moment, tu me... sur ma vie, je pense que tu mets ça chez un libraire avec un titre comme ça, les gens vont l'acheter, c'est sûr, mais c'est n'importe quoi. Il faut avoir quand même une certaine culture manga, tu vois. Faut savoir ce que c'est un boys love. Faut être ouvert aussi. Voilà, c'est parce que c'est un manga en fait qui est très parodique du boys love. Donc si t'as pas les codes, ouais. Donc en fait pour vendre ce manga. Tu vois, derrière le titre, ce titre, bah je l'achèterais perso, voilà. Mais malheureusement, ils ne représentent pas la totalité des lecteurs, même sur l'équipe parce qu'ils sont là. Voilà. Mais en tout cas, tu vois, quand tu es un éditeur, tu es obligé de te poser la question. Parce que c'est là, le titre, MDR et tout. Et puis tu lis et tu vois qu'en fait, le principal intérêt du titre, c'est qu'à chaque chapitre, il va prendre un cliché du boys love et il va le retourner pour s'en moquer. Oui. Mais si tu n'as jamais lu de boys love, bah, c'est pas drôle en fait. Je vois le donc tu es obligé de te dire, ok, donc ce manga-là ne plaira qu'aux gens qui connaissent le boys love. Ouais. Tu regardes à peu près la vente moyenne du boys love en France, tu te dis, j'en vendrai à peu près tant. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire que tous les gens qui achètent du boys love l'achèteront en plus. Oui, tu vois. Donc tu es obligé de faire une moyenne. Parce qu'il y a des gens qui achètent du boys love et l'humour les intéresse pas du tout. Ou alors il y a des gens au contraire qui vont dire quoi, on se fout de mon style préféré, ça va pas du tout. Oui, ça va pas passer de forcément. C'est un gros risque éditorial en fait, ce genre de manga. Bah après, c'est sûr que, à part si ça arrive sur des plateformes comme Manga Plus et qu'en France, il y a certains qui les lisent et que des influenceurs les mettent en avant, c'est compliqué de se lancer dans des choses aussi spécifiques, tout finalement. À fait, ouais. Contrairement à Spy Family, qui est génial. Ah bah Spy Family, oui. Spy Family, c'est clairement Il y a un tome qui arrive en plus. Si je dis pas de bêtises, le tome 8, c'est au mois de mai. Au mois de mai. Voilà. C'est le tome 7 qui vient de sortir. Ah oui, le tome 7 vient de sortir. Le tome 7 vient de sortir, voilà. Spy Family, voilà, on ne le présente plus, voilà. C'est génial. Spy Family qui n'est pas forcément tout le temps dans la baston, donc il y a beaucoup d'humour. Ouais, Anya, en mascotte de l'AD, hein, voilà. Il y a beaucoup d'humour, il y a aussi pas mal d'espionnage, comme son nom l'indique, pas mal d'entourloupe et tout ça, donc c'est... Spy Family, c'est clairement le genre de manga, tu lis le chapitre 1, tu dis il me le faut, ça va cartonner. Ah bah oui. Voilà. Moi, personnellement, j'ai accroché dès le premier chapitre, Spy Family, c'est génial. Et l'animé arrive au mois d'avril chez nos amis de Crunchyroll. Exactement, au mois d'avril, il arrive. Donc voilà, je pense que ça va être l'année Spy Family, ça va continuer comme ça. Ah non, attends, on dit des conneries, le 7, il sort en février. Oui, il me semble que ça sort le février. Ah, voilà. Je savais, je l'ai pas. non, mais en plus, moi, je suis en décalé parce que je les corrige avant qu'ils sortent. Mais c'est Flex maintenant. Voilà. C'est le patron, il lit tout avant. Bah, après, on a aussi, dans les titres qui continuent, Demon Slave, on en avait parlé plusieurs fois pendant le Kuro Festival, même dans le Kuro Noël, le dernier live qu'on avait fait, on avait parlé de Demon Slave. Donc, Demon Slave, pareil, hein, qui a bien trouvé son public. Hein. On l'a sorti l'année dernière et ça commence à bien marcher. Je crois à Demon Slave, si je dis pas de bêtises, on en a vendu 50 000. Donc ça commence à être du sérieux. Ça commence à être du et pareil, il y a l'animé qui arrive. Alors, par contre, on n'a pas de date. Ah. Mais souvent, les animés enclenchent maintenant, les animés enclenchent des ventes de mangas. C'est un truc de fou. On le voit chez d'autres éditeurs que ça a vachement aidé. Contrairement à avant où les mangas étaient connus, puis après il y avait l'animé, mais les gens, des fois, se restaient sur l'animé et n'allaient pas forcément acheter le manga. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de mangas que les gens, ils n'arrivent plus forcément à choisir. Ils regardent l'animé, si c'est bien, ils vont l'acheter. Voilà, ou alors ils disent, ah bah s'ils en ont fait un animé, c'est que ça doit être bien. Ouais. Évidemment. Et puis après, il y a l'hype, genre tous mes copains, ils regardent ce truc-là, donc il faut que je m'y mette aussi, forcément. Mais en tout cas, voilà, il y a des titres qui sont comme Goblin Slayer aussi. Goblin Slayer que vous connaissez, bien évidemment. Et un titre qui arrive bientôt, Kill Me. Moi, ça me botte tellement. Ça sort le 10 mars. Tout à fait. Kill Me, qui nous avait parlé. Pareil, tome 1, tome 2. Ouais. Un double. Un double, donc voilà, ça fait partie justement des mangas à la fois baston et un peu what the fuck humour, hein, comme c'est un peu dans la même veine que Spy Family, un peu dans la même veine que Keishicho 24. Je te le repitch vite fait, hein, c'est l'histoire d'un grand scientifique qui bosse dans la pharmacie, dans la médecine, etc. Et il tombe amoureux d'une tueuse à gages, d'une tueuse professionnelle. C'est trop loin. Donc du coup, il se dit comment est-ce que je peux revoir cette femme que j'aime tant ? Et il se dit je vais mettre un contrat sur ma tête. Et donc forcément, à chaque fois qu'elle va essayer de le tuer, ça sera autant de dates pour lui
Ça, moi, le pitch, il est incroyable. Voilà. Je le trouve trop, trop cool parce que ça a l'air bourré d'humour et c'est vrai qu'on avait parlé, que ça faisait un peu penser à Spy Family avec ce côté secret, un peu what the fuck. Et, c'est un peu moins familial que Spy Family, hein, quand même. Oui, pour le coup, oui. Mais il n'y a pas Anya. Il n'y a pas Anya. Mais c'est un peu plus grivois, on va dire. Mais c'est quand même très rigolo et c'est quand même bien dessiné, quoi. Il y a Suihiro Kano, c'est un mangaka que j'admire depuis très longtemps et je suis content qu'il rejoigne notre catalogue. Notre petite tueuse à gages. Elle est sexy comme il faut. Voilà, ça va être sympa. Puis j'ai vu quelques petites images là à l'intérieur. Je sais pas si je peux les montrer à la limite. Si, essaye de pas spoiler, mais tu peux montrer une page. On va monter une petite page. Attendez, on va trouver un petit truc. Trouve-nous une page qui fait envie. Pardon d'avance. Elle fait très envie, pardon. Ouais. Voilà, je sais comment... Non, je rigole. Non, mais par contre, les dessins sont super cool. Et vraiment, ça a l'air un peu barré comme Spy Family dans le côté humour. Et il y a toujours cette petite tension sur le fait que ça reste quand même une tueuse à gages et qu'il y a ce secret derrière. Il y a cette envie en plus de revoir cette femme qui lui veut du mal finalement. Et je trouve ça trop cool. Je pense que ça va bien cartonner. Donc on le rappelle, le 10 mars, ça sort, le tome 1 et 2. Et est-ce qu'on passerait pas une petite FAQ pour terminer très très rapidement ? Allez, rapidos. Une petite FAQ. Si vous avez des questions à poser, on rappelle aussi que le Kuro Game va bientôt se terminer. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, vous allez pouvoir gagner votre taille en manga. Ben non, ça c'était dans ça c'est déjà gagné ça. Ça c'était dans le professionnel. Non, les fameux goodies vintage. Il y a des goodies Kurokawa qui datent de très longtemps. Là, c'est vraiment un petit pack. Il y a des choses qui ont même fait 5000 km qui viennent du Japon. Donc des goodies vintage à gagner. Il faut tout simplement mettre votre avec quel manga vous avez connu Kurokawa. Vous avez juste à taper ça. La taille en goodies. La taille en goodies. Ça fait beaucoup là, quand même. Bah oui et non, enfin tu sais, je peux tricher, hein. C'est vrai. Un poster. Voilà. Let's go. Un poster d'1m80, voilà. Un coussin, les coussins bizarres là. Alors, est-ce que vous avez des petites questions à poser Alors, j'ai pas mes lunettes. Moi, je t'inquiète pas. Est-ce que tu as déjà pleuré à FMA ? Ah non, attends, est-ce que toi aussi tu as déjà pleuré de FMA ? Pleurer de FMA ? Ah oui, on a déjà pleuré en regardant les chiffres de vente, on se dit « Oh, c'est merveilleux !» Voilà. Excellente réponse, j'adore. Après, il y en a certains que j'avais vus tout à l'heure qui parlaient de certaines rééditions. Est-ce que vous avez l'intention de rééditer certaines choses ? Il y en a un qui disait rééditer Saturn 666. Alors attends, je sais plus, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas Alors, Satan et Saint Seiya Lost Canvas, on prépare des petites choses. Parce que tu sais, moi j'aime bien toujours... parce qu'il n'y a pas que la nouveauté dans la vie, hein. Si on a sorti des mangas il y a longtemps, c'est parce qu'ils sont vachement bien aussi, donc on a envie que les gens les découvrent et les redécouvrent. Donc je pense que on va essayer de faire des choses autour de ces deux titres-là. Je ne peux pas encore vous en parler, mais c'est une de mes volontés de faire redécouvrir un petit peu l'ancien catalogue. C'est une bonne idée. Et puis surtout, les mangas, ça cartonne en France en ce moment, donc il y a des gens aussi qui ont envie de redécouvrir des anciennes choses, tu vois, qui disent « Ok, bon, j'ai déjà lu tous les classiques, je lis tout ce qui sort en ce moment, mais j'aimerais bien redécouvrir ce qui se faisait un peu avant. » Tu vois, comme toi, quand tu as vu tous les films et que tu te dis, tiens, il se passait quoi dans les années 90, et puis tu vas remater, je sais pas, les Goonies, Matrix. Puis des fois, ils sortent des collections, des jolis coffrets avec justement des films vintage. On peut faire la même chose avec les mangas. On a une question aussi d'autres éditions perfectes. Alors, c'est vrai que ça revient souvent, genre Solitaire, une édition perfecte. Est-ce que c'est prévu ? Est-ce que le problème des éditions perfectes, mais ça, c'est un problème d'une manière générale. Hein. J'en profite aussi pour répondre à la question qu'on nous pose à chaque fois. À quand les light novels ? Voilà, donc je vais répondre en un coup. Les éditions perfectes et les light novels, c'est des choses qui sont très problématiques aujourd'hui en termes d'alimentation et de fabrication. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mangas, ça cartonne, vraiment, à tel point que tous les éditeurs de mangas en France ont du mal à assurer l'alimentation. C'est-à-dire que les imprimeurs impriment moins vite que ce qu'on vend les bouquins. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, je suis très fier parce que Kurokawa, on est l'éditeur qui a le moins de rupture, parce qu'on est le dernier éditeur à vraiment tout imprimer en France. Il y a quelques librairies italiennes qui nous rendent service, mais vraiment l'immense majorité de Kurokawa, c'est imprimé en France. Ouais, ça tu l'avais expliqué. Dans le Nord, voilà. Et du coup, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui ont les jaquettes, ceux qui n'ont pas les jaquettes, mais en tout cas, voilà, nous on imprime essentiellement en France, ce qui nous permet de rebondir plus vite dès qu'il y a des ruptures. Hop, on réimprime, etc. Mais ça devient très compliqué et du coup, tu as des priorités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de papier pour tout le monde. Ouais. Et le problème, c'est que ce soit les light novels ou les éditions de luxe,
C'est des trucs qui demandent énormément de papier, d'une part, parce qu'il y a plus de pages que dans un manga. Et pour les éditions collector, surtout, ça demande plus de travail. Donc quand tu fais une édition collector, tu monopolises une machine plus longtemps. C'est-à-dire que quand tu fais un manga Pokémon, tu fous du papier à l'entrée, tac, 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 tu ressors, t'as un manga. Les éditions collector, en plus de devoir jaqueter et tout, tu vois, en plein milieu des pages noir et blanc, tu as des pages couleurs. Donc ça, c'est super chiant. Il faut une machine spéciale qui va piquer le truc. Enfin, tu as plusieurs calages, ce qu'on appelle le calage de la machine. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des effets sur les couvertures. Il y a un effet brillant. Enfin, ça aussi, c'est pareil. C'est du travail supplémentaire pour le... Puis en plus, il faut que ce soit validé. Pour la fabrication. Voilà, alors là, la validation, elle est faite avant l'impression, heureusement. Du coup, quand tu te lances, tu dis, je vais faire une édition perfecte. Oui, voilà. Il y a un gros dossier, quoi. Il y a un gros dossier déjà à faire. Toi, quoi. Et puis, mais c'est surtout que aujourd'hui, tant que les problèmes de production ne sont pas résolus, on peut pas. C'est-à-dire, on pourrait annoncer des éditions perfectes, mais on ne pourrait pas les fabriquer. Tu vois, c'est comme si je te dis, Soso, écris-moi 3 lettres en même temps. Tu dis, bah non, j'ai que 2 mains. Non. Voilà. On est exactement à ce problème-là. Il n'y a plus assez d'imprimerie en France pour faire du manga. Vous le voyez, vous le savez, vos mangas préférés, des fois, il y a des ruptures de stock partout. Et du coup, ça influe aussi sur le fait de pouvoir faire certaines éditions rééditées. Et alors que vous devez déjà sortir vos nouveautés et continuer d'imprimer certaines choses. Donc, et dernière question, est-ce qu'il y a un manga coup de cœur que vous avez abandonné de publier car pas adapté au marché français malgré sa qualité? Je repense au flop de tout à l'heure, c'était incroyable. Ah oui, bah oui. Non, un manga que j'adore et je sais ça marchera jamais en France. Ah oui, il y en a plusieurs. Hein, des mangas que j'aime beaucoup, que je lis encore aujourd'hui et je me dis non, pourquoi? Enfin, c'est il y en a pas mal. Le dernier, qu'est-ce que ça va être le dernier? Let's go ouvrir des imprimeries. Let's go! Ah oui, allez-y, ouvrez des imprimeries. Hein. Franchement, depuis le confinement, les gens lisent plus. Je parle pas que du manga, hein, donc. Alors par contre, une imprimante, on va dire, de capacité professionnelle, c'est un truc qui fait plusieurs mètres carrés de taille. Hein. Il va falloir acheter le hangar avec un jour. Voilà, ça va passer dans le salon. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça dans Paris. Non. Faut avoir de l'immobilier. C'est des gens en Auvergne. Voilà. Ça et puis c'est beaucoup d'argent parce qu'il faut acheter des tonnes et des tonnes de papier. C'est-à-dire que il faudra peut-être un jour qu'on fasse visiter aux gens une imprimerie, mais ne serait-ce qu'un rouleau de papier, tu peux faire une maison dedans, vu la taille que ça fait. Ah oui, j'imagine. Les gens ne se rendent pas compte de la taille des imprimeries, mais vous pouvez voir sur Internet, il y a certaines vidéos des imprimeries qui font les mangas. D'ailleurs, ils font pas que ça en général, mais... Donc, je joue pas de manga. Si, je suis en train de réfléchir. T'en lis tellement. Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'en lis. Sachant qu'en plus, ça n'est pas forcément des mangas du coup qu'ils vont connaître. Non, parce que c'est des choses qui viennent du Japon. J'aimerais bien répondre à cette question parce que c'est une question qui est quand même assez intéressante. Si j'avais lu un... Ah oui, attends. Pendant que tu réfléchis, je dis juste que la date du prochain Kuro Live, c'est le mardi 8 février avec Augustin qui va vous parler des nouveautés et des sorties. Donc pour ceux qui ont des questions d'ailleurs sur quand est-ce que sortent certains tomes, nous au Shinoko j'ai vu une question, le tome 3 ou quoi que ce soit, vous pourrez poser ces questions-là vu que ce sera vraiment la partie nouveauté et sur les prochaines sorties vous pourrez poser la question. Et voilà, donc on aura le 8 février le prochain live et on vous annoncera du coup en février s'il y aura d'autres lives Kurokawa à venir. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Ça y est. Un manga que j'aime bien lire en ce moment et qui est insortable en France, c'est un manga qui s'appelle Quoi que je fasse, je finis brûlé dans mon château. Les Y n'aiment pas les titres incroyables. Mais c'est un manga qui est drôle, mais pour le coup, tu vas comprendre pourquoi je peux pas le sortir en France. Il faut parfaitement connaître l'histoire du Japon. En gros, c'est l'histoire de Oda Nobunaga. Oh, voilà, le fameux Oda Nobunaga qui est un très grand shogun qui est un peu l'équivalent de Napoléon dans l'histoire du Japon. Hein, c'est très repris dans beaucoup de mangas d'ailleurs. Voilà, qui est extrêmement connu. Et en fait, c'est un manga d'humour où en gros, Oda Nobunaga, il n'a pas eu une fin heureuse parce qu'il s'est retrouvé trahi par tout le monde, brûlé dans un château. Enfin, on pense parce que c'est la théorie la plus. C'est la théorie. Et en fait, donc il meurt et une espèce d'esprit étrange qui lui dit voilà, t'es mort, est-ce que tu veux recommencer ou est-ce que tu vas aller au paradis? Et Nobunaga lui dit non, je suis sûr que je peux m'en sortir, je suis le mec le plus intelligent, j'ai conquis tout le monde et tout machin. Et en gros, mais c'est une série d'humour, mais il faut parfaitement connaître l'histoire japonaise. Okay. Et en fait, il va monter des stratégies de ouf et à chaque fois, il finit brûlé dans son château.
Et quoi qu'il fasse, tu vois, il va trahir un mec, la fois d'après il va être sympa avec lui, la fois d'encore. Et, il fait toujours les mêmes erreurs. Non, justement, à chaque fois qu'il change, mais c'est mort. Il y a toujours un truc qui fait que, alors, il finit pas toujours brûlé dans son château. Des fois, il meurt avant. Des fois, la situation lui est tellement pas favorable qu'il préfère se tuer pour recommencer, enfin, etc. Et du coup, c'est drôle quand tu connais l'histoire parce que tu rencontres des personnages historiques, il leur fait des sales coups, etc. Mais enfin, en France, ça n'intéresserait personne, malheureusement. Ça vous intéresserait pas, ça ? Création originale, génial. Nobunaga, il est très connu. Je vois le chat, ils disent très connu. Oui, Nobunaga, oui, il est très connu. Mais les autres personnages, les généraux et tout ça, voilà quoi. Bon bah voilà, on a répondu à la dernière question. Voilà, c'est les dernières secondes pour jouer au Kuro Game. Donc comment vous avez connu Kurokawa, avec quel manga, n'hésitez pas. Là, c'est les dernières secondes. En tout cas, merci Greg parce qu'on a appris plein de choses. J'ai adoré le top et flop, surtout les flops. C'était très drôle. Franchement, j'ai bien rigolé. Je pense que le chat a bien rigolé aussi. Et puis connaître toutes ces petites anecdotes sur ces grosses licences, notamment les anecdotes Pokémon qui m'ont waouh. Sur toute cette histoire, c'était vraiment trop cool. Merci. J'espère que vous avez apprécié. On a des merci Greg. Voilà, merci. Les flops, tu vois, les flops. Oui, c'est toujours drôle de se moquer des gens à terre. Hein. Mais bon, on a quand même des belles histoires aussi sur les tops. Donc voilà, Greg le Sauveur. Voilà, merci, tu es super héros Greg. En tout cas, je vous le redis, donc prochain live le mardi 8 février avec Augustin qui vous présentera les nouveautés et on va terminer du coup cette émission. Et n'oubliez pas de vous abonner, de follow la chaîne Twitch, parce que chaque fois je me trompe de mots. Follow la chaîne Twitch. Allez bien évidemment voir l'Instagram de Kurokawa. Je vous le redis, il y a un petit lien pour lire tous les chapitres disponibles gratuitement de toutes les œuvres Kurokawa. S'il y en a certaines qui vous plaisent, vous ne voulez pas forcément vous lancer dedans sans savoir, vous avez le lien sur l'Instagram. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Les rediffs sont sur YouTube, tous les cours au festival aussi. Ah oui, attends, je me permets, il y a quelqu'un qui dit merci pour le JDR Dark Souls. Il est retardé d'un mois, parce que justement, pareil, problème d'impression, etc. Parce que, évidemment, j'ai fait mon caprice de patron, j'ai dit, je voudrais un livre en peau de dragon. Et c'est super compliqué à fabriquer en fait. Donc voilà, vous aurez un livre, il a un mois de retard, mais il est beaucoup plus beau que ce que vous pourriez penser. Un mois ça va, surtout pour la qualité, parce qu'on aime bien faire les choses bien finies, avec un vrai rendu. Voilà. Exactement. Encore un petit mois à attendre, et let's go. En tout cas, merci à vous, merci Greg, merci le Neketsu encore une fois pour la prod. Merci le chat. Merci le chat, merci encore. Des gros cœurs comme Face qui fait des cœurs pour Hippo. Je vous dis du coup, à bientôt. Bonne soirée tout le monde et encore bonne année. Et n'hésitez pas à aller acheter les mangas. Oui, c'est vrai, bonne année. And again, bye bye tout le monde.